Bienvenue dans cet épisode bonus où je vais te faire un retour d'expérience en lien avec la méditation. Je ne pourrais pas être plus dans le thème que dans cet épisode parce que je vais te faire un retour suite à une expérience immersive de méditation en silence pendant 10 jours que j'ai faite il y a un peu moins de 2 ans. Et à vrai dire, j'ai encore des échos de cette expérience aujourd'hui. Il y a eu un réel avant-après. J'ai comme fait un saut quantique suite à cette retraite. Et puis parce que j'avais eu pas mal de questions à l'époque quand j'avais fait cette expérience et que j'en ai encore eu récemment. Je voulais faire un épisode pour répondre vraiment à des questions de façon collective et puis aussi pour simplement partager les enseignements que j'ai reçus. Et je pense que cet épisode pourra être utile si toutefois tu as l'élan de faire ce type d'expérience ou en tout cas simplement si tu es curieux ou curieuse de voir comment ça se passe au sein d'une retraite. Même si je pense que chaque expérience est très individuelle et très différente en fonction de chacun, de comment elle est vécue de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai même l'élan de le refaire et je pense que si toutefois je le refais prochainement, cette expérience sera à nouveau différente de la première. Parce que j'ai évolué depuis, parce que ma pratique de méditation a nettement progressé, ou devrais-je dire, elle a pris plus de place en tout cas dans ma vie. J'ai plus l'habitude de méditer qu'à la période où je l'avais fait. Donc dans cet épisode, je vais vraiment te expliquer voilà, les infos pratiques, disons, parce que j'avais eu beaucoup de questions sur ça, sur vraiment le déroulé des journées, vraiment tout ce qui est info logistique. Et puis surtout les enseignements que j'ai eus, les déclics que j'ai eus, si c'était pas trop dur d'être isolée, qu'est-ce que j'ai gardé dans mon quotidien et les échos du coup que j'ai aujourd'hui. Je te souhaite donc une très belle écoute. J'ai fait cette retraite près de Lyon à Hridaya Yoga. C'est un ashram qui est vraiment magnifique, situé en pleine nature, c'est dans un château plus exactement. Et, euh, et rien que pour parler du lieu, déjà à lui tout seul, il te change. C'est-à-dire que tu es vraiment au cœur de la nature, tout est fait pour que tu te sentes connecté à cette nature. C'est vraiment magnifique. Pour celles et ceux qui me demandaient, ce n'était donc pas une retraite Vipassana. C'est celle qui est la plus connue. Quand on parle de retraite de méditation silencieuse, on pense tout de suite à Vipassana. Donc j'ai fait une retraite Hridaya. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si c'est très similaire sur beaucoup de points. Cependant, je n'ai pas fait Vipassana, donc je ne pourrais pas vraiment donner de réelle comparaison. Vipassana, ça veut dire vision pénétrante, et c'est vraiment les enseignements du Bouddha et de Goenka, si je ne me trompe pas en tout cas. Et Hridaya, on est sur un fil conducteur qui est la quête du soi véritable. Même si je suis sûre et je suis persuadée que Vipassana, finalement, c'est ça aussi. C'est juste que c'est pas tout à fait les mêmes enseignements et le même langage peut-être. Et donc Hridaya, c'est la quête du soi véritable, où on va vraiment focaliser toute notre expérience sur l'ouverture du cœur spirituel. Parce que apparemment, c'est un portail qui se situe au centre de notre poitrine, à ne pas confondre avec Anahata, qui est le chakra du cœur, le centre énergétique du cœur lié à l'amour, etc. Le cœur spirituel, c'est encore autre chose, donc il se situe aussi au centre de la poitrine, apparemment légèrement sur la droite. Et c'est un portail qui nous donne accès à l'infini et, et à notre essence, c'est-à-dire, selon cet enseignement, nous ne sommes pas nos idées, nos croyances, nous ne sommes pas notre mental. Ce n'est pas vraiment qui nous sommes. Notre essence est divine, en tout cas, selon cet enseignement et selon évidemment aussi mes croyances. Après, libre à chacun de penser par soi-même, bien sûr. Pendant cette retraite, c'est donc tout un tas de techniques et d'enseignements qui sont donnés dans le but de se connecter et d'ouvrir cet espace pour savoir qui on est. À chaque méditation, on nous demande de nous demander intérieurement qui suis-je et s'ouvrir à ce qui se présente. Parce que cette question ne nécessite pas de réponse, c'est simplement une ouverture. C'est donc la quête de soi, étape par étape, qui est proposée pendant 10 jours, parfois moins, parfois plus. Il y a aussi des retraites sur 3 jours et il me semble qu'il y en a aussi sur un mois. On respecte Mona, le silence noble, pendant toute la durée de la méditation parce que à travers notre parole, on a notre ego qui s'infiltre et qui vient parasiter cette quête du soi. Et, et parce que, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'en silence, c'est là où j'étais réellement moi.
Évidemment, l'ego n'est pas à diaboliser, encore une fois. Cependant, c'est vrai que ça fait beaucoup d'histoires, cet ego, et ça fait beaucoup barrage, notamment dans les expériences où on cherche à atteindre notre véritable identité, finalement, et notre ego, avec tous ses filtres, avec tous ses conditionnements, ses schémas limitants, ses croyances, il, il veut bien faire en nous protégeant, parce qu'au final, il est là pour ça. Mais ça peut être vite un piège et on ne fait plus la différence entre l'ego et qui on est vraiment au final. Et d'ailleurs, j'ai pu vraiment l'observer pendant cette retraite. J'ai pu vraiment observer au bout du deuxième jour, je crois, ce, ce clown qui est l'ego, ce jeu qui est vraiment incroyable, ce mental et ce personnage en fait qui est l'ego à lui tout seul. Et en fait, pendant ce qui se passe quand on médite pendant un certain temps, c'est qu'on obtient vraiment une distinction. On devient réellement le témoin finalement de ses pensées et de tout ça en fait, de tout ce personnage qu'on incarne et qui en fait, on se rend compte à quel point c'est pas vraiment nous en fait. C'est une partie de nous certes, bien sûr, hein, mais c'est pas en tout cas. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est autre, qui est au-delà de tout ça, qui va bien au-delà de nos pensées. En ce qui concerne le déroulé des journées, pour répondre aux premières questions, on était réveillé vers 6h30 au son d'un gong, d'un doux gong, je tiens à le dire. C'était vraiment agréable comme réveil d'ailleurs. Et on commençait par 2 heures de méditation à partir de 7h, donc de 7h à 9h. Ce qui est super raisonnable, je trouve, comme horaire, parce que pendant les retraites de Vipassana, il me semble que ça commence à 4h. Et honnêtement, je trouve que c'est pas humain. Bien sûr, il y a des très bonnes raisons en fait pour commencer à cette heure-ci. C'est parce qu'en fait, c'est l'heure la plus favorable pour se connecter à Dieu, si je ne me trompe pas en tout cas. Enfin, c'est là où vraiment on est le plus réceptif pour recevoir ses enseignements. Donc ça commence à 7h et moi ça m'allait très bien pour une première expérience méditative. Et après ces 2 heures de méditation, on avait le petit déjeuner. Que devrais-je dire? Le petit déjeuner, c'était vraiment enfin, tous les repas de la journée, hein, il y en avait 3 au total, donc le petit déjeuner, déjeuner et dîner. C'était merveilleux parce que c'était ma seule distraction de la journée avec mes balades en forêt. Et j'avoue que j'ai pu observer mon addiction pour la nourriture et à quel point ça apporte du réconfort. J'ai pu observer un tas d'addictions, à vrai dire. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans l'épisode. Euh, donc ensuite, après ce déjeuner, vient la conférence de 10h à 11h avec des premiers enseignements. Ensuite, il y a une pratique de Hatha Yoga, donc de 11h à midi et demi, et qu'on finit par une demi-heure de méditation. La méditation, d'ailleurs, juste après le yoga, c'est vraiment la meilleure que je faisais à chaque fois. En fait, après la pratique de yoga, c'est le mental, il est vrai, et le corps, il est vraiment disposé à méditer. Et c'est vrai que c'est là où on médite le plus facilement et le plus intensément. J'avais même des fois envie que ça dure plus longtemps. C'était qu'une demi-heure et pourtant, franchement, j'avais envie que ça dure. Après, mon professeur, notre professeur nous disait, bah, vous pouvez. C'est juste qu'en fait, à 13h, c'est la pause déjeuner. Et les gars, je ne rigole pas du tout avec la nourriture. Donc forcément, je sortais de ma méditation pour aller manger. Et s'ensuivait une pause de 3 heures où on était libre d'aller se promener en forêt, libre de tout, sauf de prendre notre téléphone. On n'avait pas le droit au téléphone et pas le droit de lire non plus, pas le droit. On avait le droit d'écrire quand même, mais pas trop. Parce qu'en fait, le but, c'était vraiment de rester focus sur sa quête du soi. Et en fait, tout ça, ça va être des distractions qui vont nous détourner. Pendant cette pause, il y en a qui faisaient ce qu'on appelle du karma yoga. Donc, c'est le ménage. Donc, chacun avait des tâches attitrées et c'était juste une partie des élèves, pas tout le monde. Moi, j'avoue, j'y ai échappé. Quand le premier jour, ils ont demandé qui veut faire du karma yoga, je suis allée aux toilettes pendant ce moment-là. Et franchement, ouais, j'ai un peu honte. mais, mais vraiment, j'ai savouré mes pauses pendant que je voyais mes coéquipiers faire le ménage, j'avoue. J'étais vraiment très contente de profiter de cette pause parce que j'étais rincée en plus, parce qu'honnêtement, ça fatigue finalement, parce qu'il y a un gros processus qui se déclenche, un gros processus de purification pendant cette retraite, et il se passe plein de choses qui fait que honnêtement, t'es fatiguée. Mais je me suis promis de me porter volontaire en tant que karma yogi la prochaine fois. Il faut vraiment
que je me fasse un bon karma parce qu'à chaque fois, j'avoue, j'esquive. Non pas que ça m'enchante pas de faire la plonge, pendant que les autres, font la sieste, mais en fait, si, c'est tout à fait ça. Ça ne m'enchante pas du tout. Mais bon, le karma yoga, c'est justement se mettre au service, et c'est une action désintéressée. Et c'est quelque chose que je tiens à cultiver de plus en plus. Mais je me demande réellement ce qu'est une action désintéressée. C'est-à-dire que même quand on fait une action pour servir autrui, est-ce que ce serait pas finalement pour servir notre ego? Est-ce que ce serait pas pour se donner bonne conscience? Et à partir de ce moment-là, l'action désintéressée n'en est pas vraiment une. Donc si on s'observe avec humilité, avec réalité, qu'est-ce qu'on fait dans nos quotidiens comme action sans attendre aucun fruit? Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien de façon réellement désintéressée? Soyons honnêtes avec nous-mêmes et observons sans jugement, avec toujours de la bienveillance pour soi, depuis quel espace on fait réellement nos actions. Quand on fait une bonne action, pour qui on la fait? Est-ce que c'est vraiment se mettre au service ou c'est pour se donner bonne conscience? Ou est-ce que c'est pour que les autres personnes se disent ok, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est une bonne personne. Pourquoi on fait ces bonnes actions? Sont-elles réellement désintéressées? Quand on y regarde bien, il y a toujours forcément un petit intérêt quelque part. Donc l'introspection, c'est aussi ça, c'est oser se regarder en face et admettre que parfois on attend des fruits qui sont même inattendus. Bon, pour en revenir au programme, après cette merveilleuse pause, il y avait du coup à nouveau une méditation d'environ 1 h 30 l'après-midi, de 16 à 18h30, avec à nouveau un dîner. À la fin de cette méditation, encore mon moment préféré, le dîner. C'était vraiment super bon d'ailleurs, petite parenthèse, la nourriture, parce que tout était vraiment biologique, non transformé, c'est de la nourriture fraîche, végétalienne en plus, comme ça je me posais aucune question parce que je suis végétarienne et j'avoue que quand je vais dans certains endroits c'est un peu chiant. Mais à chaque fois j'avoue que dans ce type d'espace c'est toujours cool parce qu'on se pose aucune question. Les repas seront véganes ou végétariens dans tous les cas et c'est super. Donc voilà, c'était merveilleux de manger de la nourriture vraiment de très bonne qualité et puis de ne pas faire à manger. En plus, j'avoue que ça te décharge de beaucoup de choses. Ensuite, après ce merveilleux dîner, il y avait une conférence à nouveau avec un nouveau thème et on répondait souvent aux questions. En fait, on avait le droit d'écrire nos questions et de les mettre dans une petite boîte et la professeure y répondait le soir. Et après ce temps de questions-réponses, il y avait une dernière méditation. Donc en fait, ça représentait à peu près 6 heures de méditation par jour, ponctuées par des pauses, des enseignements et du yoga. Donc en soi, le planning, je trouve que ça va pour le coup. C'est juste que, mine de rien, c'était quand même intense. Comme je disais, il y a vraiment un processus qui se fait et ça prend de l'énergie. Je vais y revenir juste après. Pour terminer sur vraiment les conditions, donc c'est-à-dire on est logé en dortoir ou en chambre double et on ne doit pas parler. Donc on respecte pendant ces 10 jours le silence noble, mona qu'on appelle ça, et on ne parle pas du tout, même pas avec ses colocataires, même pas avec les professeurs, on écrit simplement en fait si on a besoin de quoi que ce soit. Et, et on n'a pas le droit non plus, enfin on n'a pas le droit. J'aime pas dire ce mot parce que ça fait un petit peu autorité écolière, éducation nationale, mais c'est juste que c'était pas conseillé du coup. Si on veut vraiment être dans notre expérience et la vivre pleinement, c'était pas conseillé de regarder les autres dans les yeux et donc de parler et d'avoir le moindre contact social. Parce que ça nous détourne en fait encore une fois de notre quête. C'est comme lire, c'est comme écrire, c'est comme toutes les occupations, ça détourne de ce pourquoi on est venu à cette retraite finalement. Donc c'était un peu bizarre de ne pas parler à ses colocataires, de même pas dire merci en fait aux personnes qui me servaient à manger et de même pas les regarder dans les yeux. J'avoue que ça a été déstabilisant au début, puis après on s'habitue, c'est comme ça de toute façon. On avait l'air de tous un peu des zombies à vrai dire, mais c'est comme ça en fait, tu te fais une raison. Après j'avoue quand on me tenait la porte par exemple, je me suis dit: «Ah ouais, je passe vraiment pour une impolie quoi». Tu dis même pas merci, tu regardes même pas, mais c'est comme ça. Dans tous les cas, tout le monde est au courant, donc ça passe. Les seuls moments de solitude que j'ai rencontrés, c'était quand, j'allais me promener en forêt et puis que je croisais, quelqu'un du village qui était pas du tout dans ce contexte de retraite.
C'est-à-dire que je me suis dit: «Mais je fais quoi? Je dis bonjour ou je dis pas bonjour?» Donc j'avoue, j'ai dit bonjour une fois parce que je suis sortie du coup du silence parce que, j'avais pas envie de passer, pour une impolie et puis ça me gênait en fait de pas dire bonjour à cette personne qui était pas du tout, dans ce mood de retraite. Mais bon, en 10 jours, c'est quand même arrivé qu'une fois, hein. On est quand même dans un lieu, très isolé et voilà, c'est en tout cas, ça m'a pas détournée de ma quête, hein, ce fameux bonjour à une personne en 10 jours. Donc pas de portable, pas de parole, pas de regard, pas d'interaction sociale, méditation, enseignement, yoga, 10 jours, magnifique. Maintenant, je vais te faire un peu le déroulé de chaque journée et puis des enseignements que je tirais à chaque journée et puis les états d'âme par lesquels je passais. Allez, c'est parti pour le premier jour. Donc on est le 24 mars 2022 et je commence ce premier jour de méditation avec grande joie. J'avais besoin de repos et j'avoue que d'éteindre mon téléphone, ça a été merveilleux de recevoir aucune notification, mais c'était jouissif. Qui n'a pas rêvé de dire je suis pas là, je suis pas dispo, je ne suis pas joignable? Et ben là, je l'ai réalisé. Donc première méditation, franchement ça va, je me sens bien, présente, un peu distraite j'avoue, je sens que mon mental il est quand même bien agité, mais je me sens surtout super reconnaissante de m'offrir ce cadeau, ce merveilleux cadeau. Les premiers enseignements sont sur l'identification à la souffrance. Donc on nous propose vraiment de ne pas s'y identifier, que ce soit de la souffrance physique ou émotionnelle. On nous apprend vraiment l'observation accrue de soi-même avec équanimité, pas de jugement. Le mot équanimité, je l'ai appris pendant cette retraite de méditation, on va dire. Et depuis, il ne m'a jamais lâché. L'équanimité, c'est vraiment la posture neutre, c'est-à-dire ne pas émettre le moindre avis, d'être dans l'observation, la neutralité. Ça ne veut pas dire n'en avoir rien à foutre, parce que des fois, quand on dit je suis équanime face aux événements horribles qui peuvent se passer dans le monde, ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche. Ça veut dire simplement qu'on en est conscient, qu'on éprouve suffisamment de compassion pour comprendre, mais que pour autant, on ne va pas souffrir avec l'autre. Équanimité, du coup, envers les autres, mais aussi envers soi. C'est-à-dire que chaque souffrance qui est observée avec équanimité, on ne la dramatise pas, on ne s'identifie pas. Ce premier jour fut pour moi donc l'observation accrue de mes pensées, de mon physique. Je me souviens, super mal au cou, mais aussi aux jambes parce qu'on reste en tailleur pendant quand même longtemps. Et quand on n'est pas habitué, pourtant j'avais déjà une petite pratique avant d'y aller, mais c'était quand même intense de rester en tailleur pendant 2 heures à vrai dire. Mais j'ai appris à l'observer et à laisser aller au fur et à mesure de mes respirations. D'ailleurs, pour répondre à la question, quel niveau de méditation j'avais avant de faire cette expérience, il était proche quand même de zéro. Même si je pratique le yoga, etc., la méditation, c'était vraiment pas mon fort. J'ai quand même un mental qui est super agité, qui est super aérien, et méditer en silence intérieur, mais c'était vraiment pas quelque chose qui me convenait. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette expérience. J'ai vraiment eu envie de, euh, de y aller, quoi, et d'avoir un cadre et surtout de me discipliner. C'est quelque chose que j'arrivais pas à faire tout seul et je me suis dit, bon, bah, si je veux un cadre, autant aller en expérience immersive et ce sera réglé. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai vraiment le niveau? Bah oui, en fait, parce que c'est aussi ouvert aux débutants, mais il faut quand même y aller en tout état de cause. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément une partie de plaisir dans tous les cas si vous n'avez vraiment pas l'habitude de la méditation. Mais c'est possible. Ce premier jour, je me souviens, ce qui m'a marqué aussi, c'était de manger en conscience. Ça m'était jamais arrivé. Regarder chaque aliment avec attention et être émerveillé face à l'abondance de cette nourriture, l'abondance naturelle. Et de manger, de mâcher, en fait, sans aucune distraction, sans regarder la télé, sans écouter quoi que ce soit, sans être sur mon téléphone, mais c'est la première fois que je le faisais. Ou sans parler avec quelqu'un, parce que j'ai mangé pendant des années à la cantine ou au restaurant quand j'étais salariée. J'avais jamais mangé solo face à mon assiette en ayant vraiment une présence face à ce que je mange. Et je trouve qu'on digère mais tellement mieux. Et c'est quelque chose que j'ai gardé après de façon ponctuelle après cette retraite honnêtement parce que ça a vraiment tout changé. Manger en conscience plus lentement, je suis quelqu'un qui mange très vite. Alors ça, j'avoue que c'est une habitude que j'ai reprise assez rapidement et que j'essaye de me débarrasser. Mais c'est quelque chose qui, pendant la retraite, a été vraiment un game changer. Manger en conscience, les gars, c'est la vie. Donc voilà, rien de foufou ce premier jour. J'ai juste ressenti un petit peu d'impatience à la fin de la journée. J'avais quand même pas mal de doutes. Est-ce que je vais tenir 10 jours? Parce que franchement, c'était quand même assez long. Mais bon,
C'était quand même sympa, je me souviens. Et on avait appris pas mal de choses honnêtement sur tout cet enseignement de la quête de soi. Et, et voilà, on nous avait aussi proposé d'être vraiment dans cette non-réactivité à chaque émotion qu'on ressentait et de simplement observer. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Allez, maintenant, passons au deuxième jour. Et c'est une autre affaire. Oh là là, mais ce deuxième jour, c'était intense et c'était désagréable. Mon mental, il s'est vraiment agité et j'avais mal partout. En fait, j'en pouvais déjà plus d'être là, alors que ça faisait qu'un jour. Et en fait, c'est parce que le processus de purification commençait. Quand je parle de processus de purification, c'est-à-dire cette méditation, elle vient vraiment te dépouiller. C'est l'introspection la plus profonde que tu puisses faire. Et comme un oignon, on vient t'éplucher couche par couche. Et ça fait mal, honnêtement. On me demandait de me focaliser sur mon cœur, de découvrir ma véritable nature. Mais moi, mon cœur, il était lourd. Lourd, vraiment. J'ai jamais ressenti une telle lourdeur au niveau de mon cœur. Mais à la fois, j'avais une petite voix qui me disait « Sois patiente, persévère, attends et tu verras ». Pour en revenir au cœur, du coup, Hridaya, donc Hri, ça veut dire le cœur, et Daya, le. Donc c'est le cœur, c'est le centre. Vraiment, du coup, c'est l'essence même de tout l'enseignement. Et pourquoi on doit se focaliser sur ce centre de la poitrine, sur ce cœur? Parce que tout a un centre, la galaxie, etc. Et Hridaya, c'est notre centre. C'est notre centre galactique, un peu comme un trou noir. Et dans ce trou noir, l'espace-temps est différent, la gravité est différente. Et, et c'est vraiment un appel au plus profond de nous. C'est un appel au-delà de notre compréhension mentale. Et c'est un espace où l'ego peut se dissoudre dans ce grand trou noir. Et ça arrive seulement dans cet espace. Ça me fait penser à la notion d'union un peu en yoga, où quand on s'unit enfin avec le divin, où on a cette sensation vraiment de dissolution, en yoga ou même dans n'importe quelle cérémonie où on peut expérimenter vraiment cet état de conscience, notamment les cérémonies chamaniques ou la méditation parfois qui se fait ressentir ça, ou voilà, ça peut arriver des fois à des moments où on s'y attend pas, à vrai dire, hein. Il y a des moments d'éveil comme ça où on se sent dissous dans cette infinité, où on se sent comme un grand tout et pas séparé du reste. Alors je sais que c'est un peu dur à poser parce que c'est quelque chose qui est ineffable et qu'on n'a peut-être jamais expérimenté pour le coup, hein. C'est pas quelque chose qui s'expérimente en allant au boulot, hein, évidemment. C'est pas quelque chose qui s'expérimente dans le quotidien. Quoique, je crois qu'Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, il l'a expérimenté chez lui, comme ça, sans prévenir. Donc c'est c'est vraiment ça l'idée, accéder à cet espace du cœur pour se laisser dissoudre dans, dans l'infinité. Et quand on se laisse dissoudre, on est vraiment envahi par un sentiment de paix incroyable, par un sentiment d'amour. Et on se rend compte qu'en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, la vie. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que... Là, c'est vraiment juste ma croyance. Mais les seules fois où j'ai expérimenté ça, même si je dis expérimenter, c'est pas vraiment une expérience au final, c'est un état. Enfin, je sais pas. En fait, c'est encore une fois, j'ai pas de mots. Mais au final, à chaque fois, je me dis, ah ouais, en fait, c'est tellement illusoire, tout ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure, je le vois vraiment plus de la même façon, en tout cas quand je ressors de cet espace. Ou devrais-je dire, de cet état, en fait. Quand je prends conscience que, d'ailleurs, c'est moi, au final, cet état. C'est pas une expérience, c'est pas un espace. Quand j'y réfléchis, c'est moi. C'est juste, c'est vraiment mon véritable moi quand je veux bien y accéder. Allez, j'espère que j'en ai pas perdu trop en route. Je sais que c'est des notions qui sont très philosophiques et sur lesquelles on médite pendant de nombreuses années pour en tout cas les comprendre. Et je peux comprendre si toutefois elles vous parlent même pas, hein. C'est pas quelque chose qui m'a toujours parlé, à vrai dire, avant de le ressentir. Je le lisais dans les livres, voilà, l'état d'illumination, d'union. Je dis pas que j'ai fait cette expérience d'illumination, mais en tout cas, j'ai
cru expérimenter quelque chose de vraiment très similaire lors de certaines cérémonies ou certaines méditations. Et, et en tout cas, c'est vrai qu'avant de ressentir cet état, ça a été difficile pour moi de le conscientiser, de vraiment comprendre l'essence. Je l'avais compris intellectuellement finalement, mais je ne l'avais pas compris dans le ressenti. Donc ce deuxième jour, avec tout ce travail de purification qui commençait, on nous rabâchait en conférence tous ces enseignements sur le cœur, comme quoi le cœur, c'est lui qui te guide, et que l'intuition, elle se développe uniquement en développant le cœur, que le chemin spirituel, dans tous les cas, il se fait qu'avec l'amour, et pas autrement. Quand je dis pas autrement, c'est parce que c'est vraiment pas séparable pour le coup. C'est pas forcément une condition, c'est juste que voilà, le chemin spirituel, c'est l'amour. En plus, notre mental, il trouvera toujours des arguments et il sera facilement manipulable. Mais si on fait grandir plus notre cœur que notre mental, alors on trouvera vraiment notre chemin. Parce que rappelez-vous, je l'ai dit plus tôt, c'est le cœur qui guide. Toutes ces phrases ne sont pas de moi, hein, c'est ce que j'ai reçu comme enseignement pendant cette retraite, ou en tout cas ce que j'en ai interprété. Et vraiment la phrase qui m'a marquée ce jour-là, c'est « Toutes les décisions qui ne sont pas prises avec conscience et amour éloignent de la liberté ». Franchement, si c'est pas une punchline, ça. Donc ça m'a fait conscientiser de ne pas se presser pour prendre des importantes décisions. Je prendrai mon temps désormais pour prendre mes décisions, pour être sûre qu'elles soient faites en conscience et amour. Bon, je ne l'ai pas appliqué tous les jours de ma vie ensuite, mais j'y reviens régulièrement. L'intellect, il ne peut pas vraiment révéler le soi véritable. Donc à chaque fois, c'est pour ça qu'on insiste sur le cœur à nouveau, hein. On y revient en tout temps pendant cette retraite. Et dans la vie, en tout cas, j'essaye. Et parce que le cœur, c'est aussi j'ai adoré cette expression, c'est l'aspirateur du mental. C'est lui qui fait le ménage. Le cœur peut te libérer de tes pensées. Non pas que tu n'arrêteras jamais de penser, mais ça permettra de ne pas te laisser contrôler par tes pensées. Mais pour ça, bien sûr, il faut être patient, persévérant et s'entraîner. Et pour s'entraîner, à calmer le mental, on nous proposait plusieurs choses, de compter les respirations entre jusque 7, ensuite jusque 14, jusque 21, en fait, tous les 7. De nous concentrer sur la région du cœur, sur notre souffle, mais aussi sur les pauses entre l'inspire et l'expire. Parce qu'apparemment, c'est vraiment des espaces en suspense où on a accès, où le voile se lève. Enfin voilà, je termine ma journée 2 avec ces belles paroles et surtout avec cette phrase à nouveau. Love is a choice, peace is a choice. L'amour est un choix, la paix est un choix. Alors je lis en anglais parce que c'était une retraite qui était en anglais. Du coup, en fait, là, j'ai mon carnet où j'écrivais les conférences et quasiment tout est en anglais. Donc j'avoue que parfois, je vais pouvoir switcher. Comme ça, vous aurez le privilège d'entendre mon merveilleux accent. Allez, on enchaîne avec la journée 3. Dans la journée 2, je disais que je terminais avec le fait que l'amour est un choix. Effectivement, c'est un choix de choisir dans chaque situation via l'amour. Et ce n'est pas du désamour que de dire non. Au contraire, c'est de l'intégrité pour soi-même. On dit non pour dire oui à autre chose. Et poser ses limites, c'est de l'amour. Tous ces enseignements ont continué d'infuser en jour 3. Et le processus de purification commençait à s'intensifier, à vrai dire, à la fois dans les choses qui remontaient à la surface en ce qui concerne mes pensées et parfois des souvenirs que j'avais complètement mis sous le tapis, mais aussi physiquement, littéralement. J'allais aux toilettes, mais 5 fois par jour, je n'en pouvais plus. En fait, il y a vraiment un processus physique qui se met en place où, pour la faire courte, tu vas faire caca, mais beaucoup plus de fois dans la journée que quand voilà, tu n'es pas dans ce processus-là. Parce qu'en fait, c'est comme si le corps il se détoxifiait. Et c'est une façon, en tout cas pour le corps, de se détoxifier. J'ai pas été la seule à l'expérimenter, hein, bien sûr. On a pu tous partager nos moments de solitude à la fin de cette retraite, où notamment on a pu expérimenter la compassion dans toute sa splendeur quand on ne pouvait rien dire et que quelqu'un rentrait aux toilettes après nous. Car oui, il faut être courageux pour rentrer aux toilettes après quelqu'un en période de purification.
D'ailleurs, ça me permet de rebondir. J'avoue, j'ai rompu le silence avec un fou rire quand j'étais aux toilettes et qu'une de mes voisines de toilette a lâché mais une énorme caisse. Comment garder mon silence face à ça? D'ailleurs, c'est elle qui a rompu le silence en premier avec ce prout monumental. Et franchement, désolée pour ceux et celles pour que ça ne fait pas rire. Moi, pour moi, c'est la chose la plus drôle au monde. Et je sais que vous êtes quand même nombreux à être d'accord avec moi sur ce point. Lui, l'épée, c'est vraiment quelque chose de très très drôle. Et ceux qui ne trouvent pas ça drôle, à vrai dire, je sais pas comment vous faites. Je pense que vous passez à côté de quelque chose qui est la joie dans votre vie. Bon, sinon, blague à part, de toute façon, vous allez apprendre à me connaître hein, au fur et à mesure de ce podcast. Je n'ai pas forcément de tabou vis-à-vis des choses comme celle-ci et vis-à-vis de plein de choses, à vrai dire. Des fois, il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont, avec pas de pincettes, parce qu'en fait, on est tous et toutes pareils hein, au final, même ceux qui te diront le contraire. Donc, parmi tous ces enseignements d'amour sur le divin, voilà, je vais revenir sur ça. Il y avait effectivement des moments un peu plus primaires, mais je vais revenir sur les magnifiques enseignements que j'ai reçus. Troisième jour, on a eu des enseignements plutôt sur l'énergétique, sur en fait vraiment ce qui se passe énergétiquement dans le corps quand on médite, quand on fait du yoga, et notamment en hatha yoga. Avec cette première chose, c'est-à-dire pourquoi on reste immobile dans les asanas, les postures. Parce que en restant immobile dans les postures, on se remet à la même fréquence que l'univers pour faire circuler le prana, l'énergie vitale à travers tous nos centres énergétiques, à travers les chakras. Et en fait, ils expliquaient que bouger d'une posture à l'autre rapidement, c'est bénéfique pour le corps, mais ça l'est pas autant pour l'énergétique, pour notre corps énergétique. Et l'asana, la posture, elle sert d'antenne pour faire circuler l'énergie vers les centres énergétiques qui sont bloqués. Donc quand il y a des petits nœuds, voilà, des petits nœuds énergétiques, la posture, elle aide vraiment, mais à condition qu'elle soit tenue assez longtemps. Et pour ça, il faut y aller par étapes. Quand je me sens capable de tenir 1 minute, bah, c'est bien. Et bah, du coup, je fais ensuite 2 minutes, et ensuite 3 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois capable de tenir plus longtemps. On nous dit aussi que le corps est divin. On nous invite vraiment à diviniser notre corps et nous faire comprendre que le corps est énergie. Et qu'en visualisant le corps plein de lumière, on peut créer une réalité. Et que c'est une super méthode à pratiquer en cas de douleur notamment. On a donc parlé beaucoup du corps et notamment de la somatisation. Parfois c'est une bonne chose parce que d'un certain point de vue c'est une alerte comme quoi il y a quelque chose qui, qui doit changer pour le coup. Le corps il est super bien fait. Et quand on doit changer quelque chose, il nous avertit. Donc bien sûr c'est pas désagréable sur le coup, mais au moins il parle. Et on ne somatise pas que des choses négatives, on somatise aussi le positif. Donc somatisons le bonheur, les hautes vibrations, l'amour, la joie. On a eu aussi un chapitre sur Shavasana, la relaxation finale qu'on a en yoga où on est allongé, et vraiment sur l'importance de cet aspect. En fait, après la pratique de yoga, ça permet vraiment de laisser le corps au repos, se restaurer, et vraiment de les laisser se charger de toutes ces hautes vibrations en énergie, et d'intégrer finalement toute la pratique et recevoir. Et après ce Javasana, on fait toujours une méditation finale pour revenir un peu plus dans le corps physique, si toutefois on se sent encore un petit peu endormi, si notre corps astral est parti s'évader pendant la pratique. Même si je ne recommande pas spécialement les voyages astro, en tout cas forcés, parce que parfois on en fait un petit peu de façon... ça m'arrive parfois d'en faire sans le vouloir en fait, hein, notamment la nuit, dans mes rêves, ou parfois en méditation, hein, je me rends même pas compte, des fois je fais des voyages astro et c'est pas forcément conseillé, parce qu'honnêtement, c'est pas une pratique qui est anodine. Parce que pendant qu'on fait des voyages astro, notre corps énergétique, il n'y a aucune protection. Et ça peut être sujet à diverses attaques spirituelles. Après, évidemment, en fonction des croyances de chacun, que ce soit des croyances cartésiennes, mais aussi des croyances spirituelles, on va dire, un peu plus énergétiques, c'est peut-être pas votre croyance de croire que quand on fait des voyages astro, vous n'êtes pas protégé. Mais c'est la mienne. Et effectivement, ça nécessite beaucoup de prudence et de sécurité. Non pas que je veuille faire peur ici, mais voilà, comme je l'ai abordé, je tenais à préciser que je ne fais pas forcément la promo des voyages astro non encadrés. J'en reviens encore une fois au corps, parce que
C'est vraiment la base et ce qu'on reflète sur un niveau, on le reflète sur tous les autres. Donc ce qu'on reflète sur le corps physique, on va le refléter sur nos corps subtils, sur nos corps énergétiques. Donc forcément, ça va refléter notre mental, notre esprit, nos émotions et puis tout le reste. Parce que tout démarre du corps finalement, on n'est pas séparés, notre corps n'est pas séparé de notre esprit. Même si j'entends souvent, oui, le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit, mais en fait, ce n'est pas séparé. On peut ressentir évidemment cette séparation entre les deux, hein, avec nos quotidiens, etc., hein, mais ce n'est pas séparé. Donc en fait, ce qu'on fait dans le corps, ça a un impact sur l'esprit et inversement. Mais évidemment, la spiritualité, ça commence dans le corps, et heureusement, parce qu'il faut vraiment s'ancrer avant de chercher à s'élever. Et c'est à travers le corps, à travers vraiment une bonne fondation, qu'on pourra y parvenir vraiment de façon optimale. Pour faire le lien entre le corps et la méditation, donc je disais avant que le corps il somatise tout, que ce soit positif ou négatif. Le corps mémorise. Donc c'est pour ça qu'il faut s'asseoir et méditer jusqu'à ce qu'il reconnaisse cette sensation. Finalement, que ce soit quelque chose de connu pour lui. De toute façon, tout ce que le mental et le corps détestent, c'est l'inconnu. À chaque fois, ce sera quelque chose d'inconnu, même si c'est des bonnes habitudes. Il va, en tout cas, le cerveau va envoyer des signaux de danger, comme si c'était dangereux pour nous, voilà, puisque je sais pas ce qui se passe exactement, mais ça va être dur de mettre en place des bonnes habitudes. Donc, il faut vraiment persévérer jusqu'à ce que, voilà, que notre inconscient se dise, voilà, c'est bon, j'ai compris, méditer, ce n'est pas dangereux. Je peux reconnaître cette sensation comme étant bénéfique. Et à chaque fois qu'on s'installera dans cet espace, le corps aura sa mémoire et ce sera beaucoup plus simple de méditer ainsi. Ce sera d'ailleurs un refuge en cas de conflit interne ou externe, hein, bien sûr. Le corps, il reconnaîtra le calme instantanément grâce à cette mémoire et donc ça pourra être vraiment un refuge à chaque fois que vous en avez besoin. D'ailleurs, ce qui peut vraiment mémoriser parfaitement, c'est l'eau. C'est vraiment l'élément eau qui vient mémoriser et cristalliser. Et on est composé à 70 d'eau, donc effectivement, ça fait sens. Et d'ailleurs, tous les mots ont des vibrations et viennent se cristalliser dans notre eau. Donc je vous laisse imaginer l'impact des mots, mais aussi des pensées, ou que ce soit négatif ou positif sur nous, sur notre mémoire cellulaire. Sur ce troisième jour, on a aussi fait de la méditation marcher dehors pieds nus. Et en fait, on nous proposait vraiment de marcher tout doucement et de visualiser des fleurs de lotus qui fleurissent à chaque pas. C'est vraiment intéressant de pouvoir méditer sans être assis, ça permet d'explorer vraiment une autre facette de la méditation. Et en ce qui concerne mes états d'âme sur ce troisième jour, je commençais à effectivement purifier un maximum, mais aussi à comprendre pourquoi j'étais là en fait. Vraiment le sens profond de ma venue. Et j'ai enfin compris que c'était vraiment pour moi une façon de faire un reset cérébral, énergétique, et une thérapie, même si je sais qu'il y en a qui diront que... Enfin, en tout cas, ça m'a fait les effets d'une thérapie, voilà. Je sais que voilà, c'est controversé, mais c'est vraiment comme ça que moi je l'ai vécu. C'était une thérapie. Je dis pas que ça peut remplacer les thérapies psychologiques dans certains cas, évidemment, mais ça pourra en tout cas soutenir et avoir des bénéfices. Encore faut-il être prêt, bien sûr, à faire cette introspection et être prêt à voir en fait tout ce qui remonte à la surface pendant cette période. Parce que oui, tous les traumas qu'on avait laissés sous le tapis, ça remonte. Et honnêtement, je m'en suis pris pas mal en pleine face pendant cette retraite. Mais les enseignements spirituels que j'avais pendant les conférences, ça me permettait vraiment de gérer à chaque fois, de pouvoir en fait trouver un sens à tout ça. Et surtout, pacifier tout ça dans l'amour, la compassion, y compris pour mes bourreaux. Et je l'ai étendu au sens large, cette compassion. Ça m'a permis vraiment de me connecter au cœur et d'éprouver de la compassion, même pour les personnes qui ont des comportements déviants, qui, qui ont des comportements inacceptables, à vrai dire. Et ben, j'ai éprouvé de la compassion pour la première fois de ma vie pour ce type de personnes. Parce que l'amour inconditionnel, c'est ça, c'est aimer et ne pas juger, peu importe les circonstances. Sur ce quatrième jour, on a plutôt exploré la conscience, l'esprit, et notamment sur le mot I am, je suis. Enfin, c'est deux mots. C'est la réponse à tout simplement qui suis-je, ce qu'on nous proposait de nous demander à chacune des méditations. Qui suis-je? La réponse est je suis. C'est tout. Il n'y a rien après parce que la conscience c'est illimité. Et le premier mouvement c'est d'exister. J'existe. Et c'est tout. Rien d'autre. Et ça vient complètement contrecarrer cette fameuse citation super célèbre « Je pense donc je suis ».
À vrai dire, j'existe avant mes pensées. Je peux exister sans mes pensées. Et cette prise de conscience, franchement, ça change tout. Je suis. Au même titre que le divin, je suis aussi le divin. Parce qu'il n'y a pas de dualité, en tout cas dans cet espace, dans Hridaya, dans le cœur spirituel. On nous a proposé ici de se rappeler du divin à chaque respiration. Et à ce qui suis-je, on peut rajouter d'où est-ce que je viens, parce que c'est la source. La réponse à qui suis-je, d'où est-ce que je viens, c'est la source. Et vous me direz, c'est super compliqué quand même de calmer le mental et de ne pas s'identifier à tout ça, d'être toujours dans l'amour. Quand il nous arrive des épreuves, par exemple la perte d'un être cher, une rupture. Et à ça, la professeure nous a expliqué qu'un cœur brisé, c'est un cœur ouvert. Et on peut inviter l'amour à aller à l'intérieur. On peut laisser l'amour guérir la blessure. Un cœur brisé est donc un cœur ouvert. Et avec ces mots, j'ai vraiment pu changer ma vision sur la vie, mais aussi sur ce que j'avais expérimenté quelques années plus tôt, après une rupture sentimentale qui avait été brutale. Après presque 7 ans de relation, j'ai vécu une rupture qui était vraiment inattendue, brutale. On ne pouvait pas plus brutale, ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Et effectivement, j'avais ressenti une belle ouverture au niveau de mon cœur. Et s'en était suivi vraiment une expérience particulière, enfin plusieurs enchaînements d'expériences. Et malgré ce chaos intérieur que je ressentais, et vraiment ce chagrin immense qui m'avait envahi, j'avais aussi ressenti la paix. Une paix intérieure qui était telle que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'ouverture de ce cœur brisé m'avait permis de faire rentrer l'amour. Et non pas l'amour type entre humains, enfin en tout cas la définition de l'amour qu'on en fait, mais l'amour de Dieu. Et celui-là, franchement, c'est un amour premium, haute qualité, que j'expérimente rarement avec les humains. Parce que l'amour entre l'humain, c'est toujours conditionnel. On aime toujours quelqu'un sous condition. C'est dur, à vrai dire, d'aimer quelqu'un sans condition. On aime, par exemple, notre partenaire sous condition la plupart du temps. C'est-à-dire que s'il va commettre des actes d'infidélité ou des choses qui font qu'on se sent trahi, forcément, les sentiments qu'on aura à son égard seront différents et il se peut que ça se ternisse. Et du coup, c'est de l'amour sous condition. L'amour inconditionnel, peut-être, peut s'expérimenter entre un parent, une mère, la plupart du temps, et son enfant. Mais c'est vrai que l'amour entre humains, on va dire en tout cas dans ma vision, à 90%, il est sous condition. Et en tout cas ici, je tiens à redire que ce ne sont que mes interprétations, mes définitions. Comme quand je parle de Dieu. Je parle vraiment d'une force supérieure, mais ici, il n'y a pas forcément de signe religieux, parce que je n'appartiens à aucune religion, à vrai dire. Pour en revenir sur cette rupture, la personne qui a initié cet événement, elle m'avait vraiment fait le plus beau des cadeaux. Et en initiant cette rupture, elle m'a vraiment offert un champ infini de possibilités dans ma vie. Ça m'a permis vraiment de me réveiller, vraiment de m'ouvrir. Et pour ça, je lui en suis vraiment infiniment reconnaissante. Ainsi que pour tout ce qu'elle m'a apporté, bien évidemment, dans cette relation. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, cette rupture, je la vois vraiment avec une vision drone. Je la vois plus comme je la voyais avec une vision étriquée. C'est finalement une des plus belles choses qui me soit arrivée. Et même en ayant refait ma vie aujourd'hui, j'ai pu expérimenter les relations sentimentales d'une autre façon. Et, et pour ça, finalement, j'ai vraiment pu prendre conscience que chaque événement triste qui nous arrive peut vraiment être l'opportunité de grandir et d'évoluer. Et parfois, peut-être que ça arrive justement pour ces raisons-là. On arrive maintenant sur à peu près la moitié de la retraite de méditation et j'avoue que c'est de plus en plus dur. Je pensais que ce serait de plus en plus simple au fil des jours, mais non. Les méditations sont de plus en plus dures. Je me souviens que j'ai écrit sur mon carnet, j'en ai plein le cul de méditer. Ouais, je crois que j'étais pas du tout dans l'amour à ce moment-là.
Et ce jour-là, je me souviens qu'il y a une personne, qui avait écrit sur un papier, une plainte, comme quoi on faisait trop de bruit quand on remballait nos affaires et qu'elle, elle voulait rester, méditer en fait, pendant qu'on allait manger. Et à ça, la professeure a répondu: «Ce n'est pas la faute du feu si le bois mouillé ne brûle pas». Et waouh! J'ai compris qu'on devait devenir des bois secs pour prendre feu. Effectivement, la méditation ne se pratique pas en silence et ce n'est pas la faute des autres en fait si tu ne peux pas méditer. Ce n'est pas la faute de ton environnement qui est beaucoup trop bruyant, même si, j'avoue, j'ai du mal aujourd'hui à méditer, quand il y a des travaux par exemple à côté de chez moi. Mais, en fait, c'est à nous de ne pas se laisser distraire et de se laisser absorber dans son intériorité. C'est même un super exercice de méditer, dans un environnement qui est bruyant. Pourquoi se priver? Pourquoi attendre d'être au calme, dans le silence, avec son zafou, avoir toutes les conditions nécessaires? Bah non, en fait. C'est à nous de nous calibrer, c'est notre responsabilité. On ne peut pas échapper finalement aux nuisances extérieures, on ne peut pas échapper à tout ça. Et ça m'a fait penser aussi à l'enseignement qu'elle nous a donné, c'est que la souffrance, elle est inévitable pour le coup, et qu'elle est même initiatique dans notre chemin. On ne peut pas l'éviter, c'est l'erreur qui est souvent commune dans les quand on commence le développement personnel ou la spiritualité, c'est qu'on pense que tout va être, tout beau, tout rose et qu'en fait on va plus avoir de problème. Alors qu'en fait, ça fait partie du chemin et de la vie pour le coup. Comment on pourra apprécier la joie, le bonheur, si toutefois on ne connaissait pas la souffrance? On pourrait même pas faire la distinction. Alors merci à ces moments de souffrance, parce qu'ils m'apprennent vraiment comment vivre. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur la mort. Parce que lors de mon dernier jour, j'ai vraiment navigué quelque chose de très particulier. Je me souviens, je m'étais réveillée, j'étais allée aux toilettes et j'avais vu vraiment une ombre noire derrière moi et je me suis demandé ce que c'était. Au début, j'ai cru que c'était une énorme araignée et je me suis dit: «Ouais, c'est pas possible». Puis il y avait rien, évidemment. Donc je me suis dit: «Bon, j'ai dû avoir, une hallucination» et ma première méditation, du coup, on arrive et effectivement, tout ce qui m'est venu à l'idée, c'était la mort. Pour le coup, je me suis vue mourir. Un peu comme dans un rêve lucide, je me suis vue mourir dans mes méditations et j'avoue que mon ego, il s'est un peu emparé de cette information en me rendant paranoïaque. Parce que ça faisait 3 jours que je ressentais une grosse densité au niveau de mon front et en fait, il s'agissait de mon troisième œil, le chakra ajna, qui est au centre du front, que je ressentais tout simplement. Ma glande pinéale, elle s'était activée. Et forcément, c'était la première fois de ma vie que je ressentais ça, et ça fait tout drôle au début. Ça fait une espèce de lourdeur, et en fait, c'est un peu drôle, comme une fleur en fait qui est ouverte à cet endroit-là. Sauf que moi, dans toute ma paranoïa, après 10 jours de méditation en silence, j'étais devenue un peu zinzin hein, par moment. J'étais devenue un peu hypochondriaque. Je me suis dit, mais ça se trouve, j'ai une tumeur au cerveau. Ça se trouve, en fait, je vais mourir. C'est pour ça que je vois cette ombre noire et que je médite sur la mort. Bon, pas du tout. C'était juste la phase zinzin et paranoïa que le type de méditation en silence pendant prolongé peut provoquer parfois. C'est à nouveau le mental qui s'empare encore d'une information et la fait à sa sauce. Juste après cette méditation, on a eu le thème de la conférence. On ne les savait pas en avance. Et ce thème, c'était la mort. Comme par hasard. Vraiment, quand j'ai entendu le thème, ça a tremblé dans tout mon corps. Je me suis dit, waouh, ok. Enfin, ça faisait sens. C'était une sacrée coïncidence, synchronicité, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Je me suis dit, waouh, ok, la mort, l'esprit de la mort est venu me donner une sacrée leçon. Et sa leçon, ça a été que ici en Occident, on n'a pas du tout un bon rapport à la mort, on ne veut pas la regarder en face. Et c'est traumatisant en fait pour ceux qui le vivent aujourd'hui. Dans les spiritualités tibétaines notamment, on n'a pas du tout ce rapport et c'est beaucoup plus accompagné, c'est beaucoup mieux fait à mon sens. Les rites pour funéraires sont beaucoup plus respectueux et à mon sens beaucoup plus utiles pour l'âme. Ça permet vraiment d'accompagner l'âme dans son dernier voyage. Si j'ai bien compris, évidemment, ce sont des notions que j'ai pas étudiées en profondeur, mais c'est l'interprétation que j'en ai fait. La mort, elle m'a appris à vivre. Elle m'a appris à me dire que je dois aimer comme si les gens mouraient. Et quand je dis comme je dois aimer comme si les gens mouraient, c'est-à-dire comme s'ils mouraient demain. Parce qu'on sait très bien que tout le monde va mourir. Et on n'est pas conditionné pour vraiment savoir qu'on va mourir. Enfin, on le sait, mais on n'y est vraiment pas préparé, quoi. On a vraiment des œillères à ce niveau-là.
Donc ça peut paraître très basique, mais la mort, elle m'a mis une claque ce jour-là. Et honnêtement, je crois que je la verrai plus jamais de la même façon. Je vais clôturer avec un récapitulatif des gros déclics que j'ai pu avoir pendant cette retraite. Ma vision du monde, elle a quand même changé, ou en tout cas, ça l'a confortée. C'est vrai que je voyais plus les choses de la même façon, c'est-à-dire que je voyais ça avec une vision plus grande, en tout cas, notamment en ce qui concerne notre système. Et je sais que les personnes adorent mettre les gens dans des cases, et quand on dénonce un système qui est mis en place et qui fonctionne pour certains, on te met dans une case de complotiste ou de gaucho, ce que tu veux. Ça peut-être que ça rassure les personnes en fait de stigmatiser. Je pense que c'est peut-être un moyen de se réconforter. Mais tout ça pour dire que le monde, je le vois vraiment plus comme il était. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que ce monde est une vaste blague. Cette société est une vaste blague. Et, et c'est un système qui est malade, à vrai dire. Et finalement, c'est pas si alarmant de ça de se sentir en décalage avec un système qui, lui, est malade, avec un système qui ne recherche pas ton bien. En tous les cas, c'est ma croyance. Je suis pas sûre qu'en fait, aujourd'hui, le système tel qu'il est aujourd'hui, il soit vraiment adapté à notre corps, à notre constitution, à notre rythme naturel, et tout simplement parce qu'il est déconnecté des cycles de la nature. Et je suis profondément convaincue que l'être humain est censé suivre ces cycles de la nature pour être en bonne santé. Et si aujourd'hui on est aussi malade, qu'il y a autant de maladies liées notamment au stress, c'est justement parce qu'on n'est pas en reliance avec cette nature et qu'on essaye de se conformer alors que c'est contre nature. J'ai aussi élargi ma vision concernant la sexualité. J'avais déjà quand même une ouverture concernant la sexualité sacrée, c'est-à-dire que j'ai jamais considéré ça comme un défouloir physique, et j'ai toujours eu conscience qu'il y a des réels échanges énergétiques entre deux partenaires lorsqu'il y a un rapport sexuel. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien d'avoir une certaine présence, conscience de qui on fait rentrer à l'intérieur de soi, ou à l'intérieur de qui on va rentrer. Parce que c'est un peu comme si on branchait notre clé USB sur l'ordinateur de l'autre. On va télécharger ces fichiers, et bien souvent, il y a des virus dans ces fichiers. Je pense aussi que l'humain, il n'est pas fait pour copuler, et qu'il est fait pour faire l'amour. Et c'est une certaine violence pour l'existence humaine que d'avoir un rapport à la sexualité tel qu'il nous l'est présenté. Quand je parle de sexualité consciente, évidemment, ça ne veut pas dire faire tout un tas de rituels et, euh, et faire tout un tas de choses qui sont superflues. Pour le coup, la spontanéité, ça fonctionne très bien. Mais quand je parle de sexualité consciente, c'est simplement être conscient de ce qui se passe pendant ce rapport, et pas faire ça de façon mécanique. Alors disons que pour moi c'est facile dans la mesure où j'ai le même partenaire depuis des années et que ça se passe très bien. Mais effectivement, si toutefois j'étais amenée à revivre une période de célibat, je pense que je ne changerais rien. C'est-à-dire que je ne ferai rentrer personne à l'intérieur de moi tant que je connais pas bien le dossier que je vais télécharger, ou en tout cas du mieux que je peux. On connaît jamais vraiment quelqu'un à 100%. Mais en tout cas, j'ai besoin de confiance avant ça, et d'autant plus depuis que j'ai cette notion d'échange énergétique. Bien sûr, chacun vit sa sexualité comme il l'entend, peu importe le nombre de partenaires. C'est pas une injonction ici, c'est simplement moi comment je la vis, c'est simplement mon expérience. Pendant ces 10 jours, j'ai aussi mesuré l'addiction au téléphone. J'avoue que même si ça m'a fait du bien, cette détox digitale, il y a des fois, je me demandais vraiment si quand j'allais rallumer le téléphone, j'allais pas recevoir des mauvaises nouvelles ou une avalanche de notifications. J'avais une certaine appréhension et une certaine envie de voir en fait si s'était passé quelque chose. Et ça m'a fait prendre conscience à quel point on est sollicité. C'est incroyable, c'est trop, c'est too much. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément de messages, d'autant plus quand on est à son compte, à vrai dire. J'avoue que en étant entrepreneur, dans le milieu du bien-être notamment,
je reçois énormément de messages, que ce soit sur Instagram, sur mail, sur SMS, à toute heure. Même si je pose des limites, bah, malgré tout, il y a quand même une quantité de messages qui est énorme. Et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience que, bah non, en fait, on n'est pas à la disposition des gens, que ce soit de nos proches hein, d'ailleurs, ou de nos clients, ou de notre employeur quand c'est le cas. Et, et on est libre en fait de ne pas être à la disposition, de ne pas avoir son téléphone. On n'est pas toujours obligé de s'excuser en fait pour nos délais de réponse, même si bon, j'ai encore un peu de chemin là-dessus. J'avoue que j'ai toujours à cœur d'être réactive, mais en fait, ça m'a fait prendre conscience ces 10 jours que bah, en fait, le monde il a continué de tourner en fait, alors que je n'étais pas joignable. Et tout le monde s'en est sorti. Donc, je pense que personne n'est indispensable et qu'on a le droit à cette fameuse tranquillité, au moins de façon ponctuelle, où bah, le téléphone, c'est nécessaire en fait de le laisser de côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé dans mon quotidien depuis. C'est-à-dire que parfois, notamment quand je pars en vacances, je vais au moins accorder quelques jours, voire une semaine où je serai pas joignable. Si toutefois je suis pas, je veux faire une semi-pause, c'est-à-dire que je vais retirer mes réseaux sociaux et je serai juste joignable en cas d'urgence, pour le coup, par téléphone, SMS, mais c'est tout. Et c'est vrai que ça a tout changé, vivre mes vacances autrement en tout cas. J'ai aussi vraiment mesuré l'ampleur des effets bénéfiques de la méditation. Même si le chemin principal de la méditation, à la base, c'est pas la thérapie, c'est pas ce pourquoi elle a été créée, ou en tout cas, c'est pas ce pourquoi elle a été pratiquée. C'est le chemin de la méditation, normalement, c'est de s'éveiller, de se réaliser, enfin, de parvenir à l'illumination. Cependant, les effets de ce chemin de méditation, bah, c'est bien souvent la guérison, à la fois psychique et donc physique, parce que les deux ne sont pas vraiment séparés. Ce qui se passe dans le mental, évidemment, ça se répercute sur le corps. Je pense qu'il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit sur le sujet. Et ça me permet de rebondir sur le fait que j'ai vraiment eu ce déclic comme quoi je n'étais pas mes pensées, mes croyances, mes schémas. C'était une facette de ma personnalité, mais ce n'était pas mon être dans sa globalité. Nous ne sommes pas notre mental, ce n'est pas notre essence, ce n'est qu'un personnage. Et quand on médite, pendant une longue période, on se rend bien compte de cette distinction. On observe vraiment le personnage qui joue et à quel point il se raconte des histoires pour le coup. On prend la grande mesure de nos blessures également et qu'on est principalement conditionné par elles et qu'on va se comporter au quotidien en cohérence avec nos blessures. Et je pense que la vie, c'est une super école pour apprendre à les pacifier. Et c'est peut-être même pour ça qu'on revient s'incarner, je pense. C'est parce qu'en fait, on n'a toujours pas compris d'incarnation en incarnation et qu'il y a pas mal de choses à régler. Et je pense qu'effectivement, la vie, c'est la meilleure école. C'est pas l'école la plus simple, hein, honnêtement. C'est même une des plus intenses, je pense. Mais c'est une école riche en apprentissage, à condition de se laisser porter et de se laisser traverser par la vie. Et de ne pas être en résistance. Plus facile à dire qu'à faire, j'entends. Je suis pareil. Mais quand tu prends conscience que ton corps n'est qu'un véhicule, que la vie n'est qu'une expérience, une ultime expérience pour t'apprendre à justement pacifier ces blessures et à te réaliser, tu vois vraiment les choses différemment. Et même quand bien sûr, ton mental reprend le dessus, tu peux revenir sur cette idée. Et je ne peux que vous recommander de vous accorder cet espace, ne serait-ce que pour faire un reset cérébral. C'est-à-dire que pendant 10 jours, quand on est en silence et qu'on n'a pas accès aux médias, aux réseaux sociaux et qu'on ne parle avec personne, on se rend compte à quel point c'est vraiment agréable de penser par soi-même. Parce que au quotidien, on essaye toujours de nous convaincre de quelque chose, que ce soit les médias, les réseaux. Tout le monde cherche à te convaincre de sa vérité. Et enfin, tout le monde, la plupart des personnes, même quand tu échanges juste avec tes proches parfois, c'est vraiment le cas. Chacun va essayer de défendre son point de vue et essayer vraiment de te convaincre. C'est quand même assez rare les personnes qui vont être dans cette bienveillance et cette acceptation que
bah, c'est pas grave en fait si l'autre, il ne partage pas tes croyances. Accepter en fait que c'est pas parce que pour toi ça te paraît, non réel, cette vision des choses, qu'elle est pas valable autant que la tienne. Chaque réalité est valable. C'est pas parce que toi tu es cartésien que la personne qui est spirituelle, est complètement perchée ou que sa réalité n'est pas réelle. Et inversement, c'est pas parce que toi tu es spirituel, ou en tout cas que même si le fait même d'être en vie est spirituel, donc je veux dire, quand, j'aime pas trop ce terme, mais vous avez compris, si toi en tout cas la spiritualité c'est le centre de ta vie, la vision du cartésien n'est pas moins valable que la tienne, en fait. C'est, c'est être humble que d'accepter qu'il y a une vérité qui est multiple. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Et c'est pas parce que celle de l'autre ne résonne pas en toi qu'elle n'est pas réelle. Et pendant 10 jours, de n'avoir l'avis et le jugement de personne, mais c'est jouissif. C'est merveilleux. Ça te permet enfin de retrouver tes vraies convictions et de savoir en fait qu'est-ce que tu as vraiment au fond de ton cœur. Donc oui, je te conseille vivement cette expérience. Évidemment, vas-y en tout état de cause parce que j'avoue que c'est quand même intense et que c'est quand même parfois assez rude de méditer autant de temps et que tout le monde n'est pas prêt à ça, à faire cette introspection aussi profonde. Mais c'est un cadeau, un superbe cadeau en fait que tu peux te faire ici, que tu te referas peut-être jamais dans ta vie. Et, et ça, c'est vraiment inestimable. Dans tous les cas, quand on a un quotidien vraiment effréné, il faut se souvenir aussi que on retournera à la Terre. On provient des 5 éléments, on provient de la Terre et on y retournera. Ce n'est qu'une expérience, rappelez-vous. Et l'esprit de la mort me l'a très bien appris. Vis comme si c'était le dernier jour au final. Alors bien sûr, ça peut paraître très basique, mais quand on prend ça dans un sens un peu plus large et qu'on sort un petit peu de notre quotidien et de la tête dans le guidon, bah évidemment, si demain tu meurs, quel sens ça aura tout ça? Quel sens ça aura le fait d'être allé travailler dans un travail qui n'a plus de sens pour toi, pour satisfaire les besoins d'un employeur et évidemment pour régler tes factures. Je dis pas de tout plaquer, hein, évidemment, mais accorde-toi en fait des expériences qui t'appellent, accorde-toi cette possibilité, cette opportunité de grandir et d'évoluer et de voir les choses avec une vision différente. Et si toutefois ça t'appelle pas de passer 10 jours en silence, que je peux totalement comprendre, eh ben tu peux t'apporter 5 ou 10 minutes, voire même 30 minutes pour les plus fichous d'entre vous. 30 minutes de temps en temps, voire tous les jours si c'est possible, de méditation. Il n'y a pas besoin forcément de partir 10 jours dans le silence si on ne veut pas bousculer trop son quotidien, si tout ça c'est vraiment pas l'appel qui est là pour vous. C'est vraiment possible de s'accorder ça. Et je pense que ça, encore une fois, ce sera un merveilleux cadeau. La méditation, elle va pas vous apporter grand-chose, à vrai dire, mais elle va vous libérer de tellement. Elle va vous délester. Et ça, franchement, c'est vraiment ce dont on a besoin, je pense, dans le monde aujourd'hui. C'est de se délester, de s'alléger, revenir à l'essentiel. J'incarne pas tous les enseignements que j'ai déposés pendant cet épisode. Je fais de mon mieux et je pense qu'il me refera d'autres retraites pour pouvoir vraiment incarner ça plus intensément dans ma vie. Mais j'y reviens la plupart du temps et dès que mon mental s'agite, dès que je retourne un peu trop vite dans le quotidien, je relis en fait mon carnet de méditation et ça me remet en place, ça me réaligne instantanément. Donc, allez-y. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous aurez trouvé soit des réponses à vos questions, soit simplement que vous aurez trouvé quelque chose d'intéressant. Et je vous dis à très bientôt.